Saint-Pétersbourg, sur l'estuaire de la Neva. D'un côté, la grande ville industrielle, avec son port et ses usines. De l'autre, l'ancienne capitale de l'Empire russe, avec ses monuments et ses palais, dont le plus fameux, le palais d'hiver. Jusqu'à la Révolution de 1917, c'était le palais du tsar de toutes les Russies. L'emblème de son pouvoir absolu, l'aigle couronné à 2 têtes, est aujourd'hui de retour, remis à neuf après une longue absence. Sur la place du palais, d'autres aigles attendent leur restauration, recouverts de plastique comme pour les protéger de la prochaine tempête. À l'autre bout de la ville, un de ces petits musées à la gloire de la Grande Révolution, comme il en exista des dizaines pendant les 73 ans du pouvoir soviétique. Dans une pièce qui sert de débarras, un portrait du père fondateur, Vladimir Ilitch Lénine, voisine avec un portrait de l'écrivain Maxime Gorki, célèbre pour son engagement et sa description sans phare des bas-fonds de la société russe. Lénine, chef de la fraction bolchevique du Parti social-démocrate russe, le grand acteur de la révolution de 1917. Gorki, son grand témoin, sa conscience troublée. L'écrivain et le dirigeant. La légende soviétique célèbre leur amitié. Pourtant, il n'y a qu'une seule photographie où on les voit seuls, ensemble. Et cette image est fausse, lourdement retouchée sur ordre de Staline dans les années 30. Quand elle a été prise, Gorki et Lénine n'étaient pas seuls. Ils étaient entourés des délégués du 2e congrès de l'Internationale communiste, qui s'est tenu en 1920. Mais beaucoup d'entre eux ont été liquidés lors des grandes purges staliniennes. Et pour faire bonne mesure, on a aussi effacé les autres. Deux ans après avoir ainsi posé avec Lénine, Gorki est sommé de quitter l'Union soviétique. Officiellement, il part à l'étranger pour soigner ses poumons malades. En réalité, il cède aux conseils amicaux et pressants de Lénine. C'est un exil qui ne dit pas son nom. Il erre pendant quelque temps à travers l'Europe, puis finit par poser ses 20 malles remplis d'archives dans une villa de Sorrente, dans le sud de l'Italie, en face du Vésuve. Le choix de Sorrente ne doit rien au hasard. Gorki a vécu plusieurs années sur l'île de Capri, toute proche, alors qu'il était exilé déjà par le pouvoir tsariste après l'échec de la Révolution de 1905, dans laquelle il a joué un rôle important. C'est pendant ce premier exil que l'écrivain, célèbre et publié dans le monde entier, est devenu un compagnon de route des bolcheviks, finançant leurs activités clandestines, accueillant à Capri militants et dirigeants. Lénine chez Gorki en 1908, jouant aux échecs avec Bogdanov, son principal opposant dans le parti. Puis, dit-on, avec Gorki lui-même. Une partie légendaire remportée par Gorki en 24 coups. Entre les deux exils, celui des années 10 et celui des années 20, il y a une révolution et une guerre. La guerre éclate en Europe en 1914. D'un côté l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois, de l'autre la France, l'Angleterre et leur allié, l'Empire russe. Un pays immense, mais archaïque, soumis au pouvoir despotique du tsar. La guerre en révèle l'incurie et la fragilité. 3 années de défaite militaire, de répression politique et sociale, de misère. En février 1917, c'est la Révolution. À l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, des émeutes de la faim éclatent dans la capitale impériale qui depuis 1914 s'appelle Pétrograd, version russifiée de Saint-Pétersbourg, jugée désormais trop allemand.
La majorité des 300 000 soldats de la garnison prend le parti des émeutiers. En 4 jours, le régime tsariste est renversé. Amnistié par l'empereur au début de la guerre, Gorki est revenu à Petrograd dès 1914. Il habite dans un immeuble Art Nouveau, Kronversky Prospect, au cœur des événements. En l'absence des grands leaders en exil ou en prison, il est alors la figure la plus emblématique de la Révolution. Il a des relations dans tous les milieux de la capitale et il a le téléphone. Son appartement devient le quartier général improvisé du mouvement. Tout le monde y vient aux nouvelles. Gorki lui-même sort peu. Il observe comme à distance, fasciné par ce qui se passe dans le parc de l'autre côté de l'avenue. Mais le plus étonnant, c'est que le grand écrivain n'écrit pas. En février 1917, il se contente de prendre des notes qu'il range dans des enveloppes pour plus tard. Plus tard, c'est en 1924, dans son exil de Sorrente. C'est seulement là qu'il reprend ses notes pour écrire une suite de croquis qu'il appelle lui-même des instantanés de révolution. Le jardinier, février 1917. Les automobiles foncent dans la rue. Hurlements de moteurs, fracas de ferraille, éclaboussant de boue les murs et les passants. Soldats et marins s'y entassent. Les aiguilles d'acier de leurs baïonnettes ressemblant au piquant d'un hérisson géant et enragé. De temps en temps, on entend les claquements secs des coups de fusil. La révolution a commencé et le peuple russe est en mouvement. Il court comme s'il essayait d'attraper la liberté, comme si la liberté pouvait être ailleurs qu'en lui-même. Dans le parc, un jardinier travaille. Il est seul, ratissant calmement les allées. L'agitation folle de la rue ne l'intéresse pas. Il semble ne pas entendre les chants, les détonations, ne pas voir les drapeaux rouges. Je le regarde. J'attends le moment où il lèvera la tête et verra les voitures étincelant de baïonnettes. Mais il garde la tête baissée, travaillant obstinément comme une taupe, et aussi aveugle qu'elle. Le point de ralliement des manifestants et des soldats insurgés est un des plus beaux palais de Petrograd, le palais de Tauride, où siège la Douma, un parlement sans réel pouvoir, seule concession faite à la démocratie par l'empereur Nicolas II après la révolution manquée de 1905. C'est là, dans la grande salle de l'impératrice Catherine de Russie, que marins et soldats insurgés viennent en cortège prêter serment aux deux pouvoirs issus de la Révolution. D'un côté, le gouvernement provisoire, rassemblant les représentants de l'opposition politique issus de l'ancienne Douma. De l'autre, le Soviet, une grande assemblée populaire où la révolution se vote à main levée. Les soldats y sont majoritaires, et le tout premier décret du Soviet, l'ordre du jour numéro 1, lourd de conséquences, les libère du devoir d'obéissance aux officiers. Le Soviet, dominé par les partis révolutionnaires, est lui-même divisé. Il y a les socialistes révolutionnaires, majoritaires, mais qui se séparent en socialistes révolutionnaires de droite et socialistes révolutionnaires de gauche. Et il y a la grande tribu marxiste, dominée par les mencheviks,
subdivisés en mencheviks de droite, mencheviks de gauche et mencheviks internationalistes. Et enfin les bolcheviks, la fraction marxiste la plus petite mais la plus radicale. Leur chef, Lénine, est le grand absent de ces jours de février. Il est toujours en exil, coincé en Suisse par la guerre qui l'empêche de rentrer en Russie. C'est dans les journaux qu'il apprend l'abdication du tsar et découvre que le soviet révolutionnaire et son propre parti soutiennent le gouvernement provisoire. Ce compromis le rend furieux. Mais que peut-il faire à 2500 km des événements, sinon envoyer à Petrograd des lettres qu'il appelle lui-même « lettres de loin ». Le gouvernement provisoire, ce gouvernement bourgeois veut poursuivre la guerre impérialiste jusqu'au bout. Le prolétariat ne peut ni ne doit soutenir ce gouvernement de guerre. Ce qu'il faut, c'est armer le peuple sous la direction des ouvriers, afin qu'ils prennent directement en main le pouvoir de l'État. Les lettres sont adressées au journal du parti, la Pravda, dirigé par 2 militants, Kamenev et Staline, qui, contrairement à Lénine, sont pour le soutien au gouvernement provisoire et contre la prise du pouvoir, et qui s'empressent de mettre les lettres de Lénine dans un tiroir. Dans la dernière de ces lettres, Lénine s'en prend directement à Gorki. Je lis dans les journaux que Maxime Gorki a adressé au gouvernement provisoire un message enthousiaste où il l'invite à couronner son œuvre de libération en faisant la paix. Mais pas une paix à tout prix. Une paix qui permette à la Russie de tenir avec honneur son rang parmi les peuples du globe. J'éprouve un sentiment d'amertume à lire ces mots, tant ils sont pénétrés de sentiments petits bourgeois. Lors de nos rencontres sur l'île de Capri, j'avais mis Gorki en garde contre ses erreurs politiques. Gorki est un écrivain d'un prodigieux talent, qui a rendu et rendra encore de grands services au mouvement prolétarien international. Mais pourquoi se mêle-t-il de politique ? Ce sont les 2 visages de la révolution de février. D'un côté, l'énorme explosion de fureur populaire qui brûle les prisons et les tribunaux, détruit les archives de la police, traque les agents de l'ancien régime. Et de l'autre, ces foules tranquilles célébrant l'abolition de tous les privilèges et le sourire débonnaire d'un soldat insurgé qui pointe sa baïonnette vers un aigle impérial, simplement recouvert d'un drapeau rouge. La gare de Finlande à Saint-Pétersbourg, une architecture banale de l'ère soviétique. Mais au bord d'un quai, on découvre un surprenant collage grandeur nature. C'est la façade de l'ancienne gare, qu'on a gardée ici et à l'extérieur du bâtiment, enchâssée dans le béton, comme une relique sainte de la geste léniniste. C'est par cette gare qu'en avril 1917, Lénine arrive enfin à Petrograd et entame sa marche vers le pouvoir. À peine sorti du train, le chef bolchevique snob les représentants modérés du soviet venus l'accueillir et harangue ses partisans. Le soviet, dirigé par des opportunistes, des sociopatriotes, ne peut être que l'instrument de la bourgeoisie. Pour qu'il serve la révolution socialiste mondiale, il faut qu'il soit conquis, qu'il devienne prolétarien. Ne reconnaissons pas la nécessité d'un gouvernement bourgeois. Nous n'avons pas besoin d'une république parlementaire, d'une démocratie bourgeoise. Nous n'avons besoin d'aucun gouvernement en dehors du soviet. Tout le pouvoir au soviet. Le 1er mai de la Russie libérée. La fête internationale du travail. C'est ce jour symbolique que choisit Gorki pour faire paraître le premier numéro du journal qu'il vient tout juste de créer, comme si le retour de Lénine le poussait à s'engager plus directement. Le titre en est Novaya Жизнь, la vie nouvelle. Tiré à 2 millions d'exemplaires, ce sera pendant un an le quotidien le plus lu de toute la Russie. Le slogan au-dessus du titre reprend l'appel célèbre du manifeste communiste. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Mais le journal ne dépend d'aucun parti et s'oppose tant à la droite et au gouvernement provisoire qu'aux positions extrémistes des bolcheviks. Gorki lui-même délaisse les grands articles politiques, se contentant de brefs éditoriaux intitulés «
Pensée intempestive, pensée à contretemps. 25 avril 1917. Les justes de tous bords me clouent au pilori. Naturellement généreux, je me dois de leur donner des raisons supplémentaires de me brûler sur le bûcher de leurs discours enflammés. Depuis 17 ans, je me considère comme un social-démocrate et j'ai servi les grands desseins de ce parti dans la mesure de mes forces. Mais partout, je me sens un hérétique. On trouvera sans doute beaucoup de contradictions dans mes opinions politiques. Ces contradictions, je ne peux ni ne veux les concilier. Car pour la tranquillité de mon âme, il me faudra alors tuer cette part de mon âme qui, passionnément et douloureusement, aime l'homme russe vivant, pécheur, pitoyable. Et voilà. J'en ai dit assez pour que les justes puissent me traiter de tous les noms. Les charmes de l'Ancien Régime. La ballerine Mathilde Keshinskaya, favorite du dernier empereur Nicolas II. Elle s'est enfuie de Russie dès le 27 février. Les bolcheviks ont aussitôt occupé son magnifique hôtel particulier et y ont installé leur quartier général. Plus tard, l'hôtel particulier est devenu le musée de la Révolution. Puis, quand la Révolution est passée de mode, le musée d'histoire politique. On y a reconstitué, avec un soin maniaque, les bureaux où Lénine s'est remis au travail dès le soir de son arrivée pour reprendre le contrôle du parti. Un peu plus kitsch, cette assiette peinte des années 30, où un Staline souriant vient accueillir Lénine à sa descente du train. Et cette autre assiette dont l'inscription dit « Qui n'est pas avec nous est contre nous », le slogan de Lénine emprunté à Saint-Mathieu. En l'appliquant à la lettre, en refusant toute concession, tout compromis, Lénine réussit en quelques semaines à reconquérir le parti et imposer sa ligne de rupture aux modérés Kamenev et Staline. La Russie est aujourd'hui le pays le plus libre du monde. La propagande est le travail le plus décisif pour faire avancer la révolution qui marque le pas. Nous sommes encore minoritaires aux soviets, nous devons devenir majoritaires. Expliquer la ligne prolétarienne, dénoncer la politique petite bourgeoise de soutien au gouvernement provisoire, poursuivre la propagande et l'agitation dans tous les régiments et toutes les usines. Et organiser et encore organiser le prolétariat, quartier par quartier, usine par usine. Séparées de la ville impériale par la Neva et les canaux, ces usines emploient en 1917 400 000 ouvriers. Elles sont, disent les slogans, le fer de lance de la Révolution. Mais la réalité, c'est une économie en pleine dislocation. Le chômage, la vie de plus en plus chère, les difficultés d'approvisionnement qui provoquent la famine. Et le soviet qui promet la révolution sociale mais ne fait rien pour tenir sa promesse. Tout comme dans les campagnes, où la terre est toujours aux mains des grands propriétaires. La réforme agraire tant espérée reste en lettres mortes. Et enfin, il y a l'armée. La seule garnison de Petrograd compte 300 000 soldats. Ils ont fait la révolution. En majorité d'origine paysanne, ils veulent la confiscation et la distribution des terres, mais pas la collectivisation. La fin de la guerre, mais sans trahir les camarades du front. Car la guerre contre l'Allemagne continue, tant bien que mal. Le commandement, contesté par les comités de soldats et paralysé par l'ordre du jour numéro 1 du Soviet, est incapable d'imposer sa discipline. En mai et en juin, à l'approche des récoltes, les désertions se multiplient. 9 juin 1917. Un lecteur m'écrit. Un soldat m'a dit qu'il était déserteur parce qu'il devait s'occuper de ses 2 jeunes enfants que sa femme, la salope, avait abandonnés. À cause des femmes, les soldats désertent par centaines de milliers. Comment résoudre ce problème? Un groupe de paysans m'écrit. Nous vous prions de nous dire comment comprendre l'égalité officiellement proclamée entre les femmes et nous. Les paysans sous-signés s'inquiètent d'une loi qui peut avoir pour résultat un accroissement de l'inégalité
Maintenant que le village ne tient plus que sur les femmes. La famille est abolie, ce sera la ruine de l'agriculture. Un groupe de soldats m'écrit. Il y a de plus en plus de cas de soldats trompés par leurs femmes qui leur font subir un châtiment bestial. Usez, s'il vous plaît, de votre influence pour que la presse sociale dénonce ce phénomène et montre que les femmes ne sont pas les vrais coupables. On me demande que faire des pop, comment soigner la syphilis, d'envoyer des brochures sur les droits des femmes. Toutes ces questions ne trouvent pas de réponse dans nos journaux enferrés dans leurs querelles venimeuses. Leurs éditeurs oublient qu'il existe en dehors du cercle de leur influence des dizaines de millions d'hommes qui sentent s'éveiller en eux le désir profond d'édifier de nouvelles formes de vie. Ne pas leur répondre, c'est les mépriser. Et c'est une erreur terrible. Tout autant que la question sociale, la question de la guerre devient alors critique. Poussé par les Alliés, le gouvernement provisoire et une partie de l'armée veulent la poursuivre jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale, comme le disent les banderoles brandies dans les cortèges, qui réclament qu'on renvoie Lénine en Allemagne. Lénine le traître, qui ose réclamer une paix immédiate et sans condition. Ces patriotes ont un nouveau héros, le ministre de la guerre Kerensky, un socialiste révolutionnaire que tant ses partisans que ses adversaires appellent déjà le Bonaparte russe. Pour reprendre en main l'armée et raffermir le pouvoir du gouvernement provisoire, Kerensky lance en juin une grande offensive contre les troupes allemandes. C'est un désastre. Les Allemands repoussent l'attaque et avancent à leur tour de plusieurs centaines de kilomètres. Les pertes russes sont énormes, 40 000 morts, 10 000 prisonniers. L'échec de l'offensive donne un nouvel élan au mot d'ordre de Lénine, repris désormais dans toutes les manifestations contre le gouvernement provisoire. À bas les ministres capitalistes, tout le pouvoir aux soviets. Ou comme le dit un marin bolchevique interpellant Shkezdey, le président modéré du soviet, « Prends le pouvoir, fils de pute, puisqu'on te le donne ». 27 juin 1917. Un honorable citoyen m'écrit « L'âme est saisie d'effroi lorsqu'on entend dans les meetings de rue des soldats défendre les slogans extrémistes des léninistes et qu'on les voit par ailleurs céder si facilement à la propagande antisémite qui dénonce la mainmise juive sur le soviet. » J'ai demandé à un soldat comment il conciliait ces deux attitudes. Il m'a dit « Nous sommes des gens sans instruction, ce n'est pas à nous de débrouiller des problèmes aussi compliqués. » Un autre lecteur m'écrit « Un conducteur de tramway à qui j'ai dit que les socialistes luttaient pour l'égalité de tous les peuples m'a répondu « On s'en fout de vos socialistes. Le socialisme, c'est une invention de riches. Nous, les ouvriers, nous sommes bolcheviques. » La forteresse navale de Kronstadt, sur l'île de Kotlin. Elle protège l'entrée de l'estuaire de la Neva. En hiver, on peut aller jusqu'à Petrograd, distante de 20 km, à pied sur la mer gelée. En 1917, Kronstadt est le quartier général de la flotte de la Baltique et le foyer le plus intense de la Révolution. Dès le mois de mai, le soviet de Kronstadt rejette l'autorité du gouvernement provisoire. Et les marins, dont beaucoup sont bolcheviques ou anarchistes, embarquent régulièrement pour Petrograd, où ils forment les troupes de choc des grandes manifestations et terrorisent les bourgeois. Lénine s'appuie sur eux, même dans ses conflits avec les autres bolcheviks. Quand il sent qu'il risque de devenir minoritaire, il se déclare prêt à abandonner le parti à ses opposants et aller, comme il le dit, chez les marins. Mort aux bourgeois, dit ce drapeau. Chaque jour, mon angoisse monte et je crains que la politique délirante de Lénine
nous conduisent bientôt à la guerre civile. Il est totalement isolé, mais ses slogans sont très populaires parmi des masses d'ouvriers sans instruction et une partie des soldats. L'État russe craque à toutes ses jointures et se disloque comme une vieille péniche par grande crue. Tout au long du mois de juin, Lénine joue un double jeu. D'un côté, il provoque le gouvernement provisoire par ses appels aux masses. De l'autre, il cherche à retenir ces mêmes masses pour garder le contrôle du tempo de la révolution. La moindre initiative malencontreuse de notre part peut tout faire échouer. Si nous étions capables aujourd'hui de prendre le pouvoir, il est naïf de croire que nous pourrions le garder. Même dans les soviets des deux capitales, nous sommes totalement minoritaires, pour ne rien dire des autres. Il ne faut pas anticiper le cours des événements, mais le temps est de notre côté. Mais le 4 juillet, la situation dérape. 300 000 manifestants pro-bolcheviques, dont 30 000 marins de Kronstadt en armes, marchent une fois de plus sur le palais de Tauride, malgré les appels au calme des dirigeants bolcheviques. Au carrefour de la rue Sadovskaya et de la perspective Nevsky, les troupes fidèles au gouvernement provisoire et aux soviets modérés ouvrent le feu sur les manifestants, faisant une centaine de morts. Les images de la folie qui s'est emparée de Petrograd dans l'après-midi du 4 juillet resteront gravées dans la mémoire. Hérissé de fusils et de mitrailleuses comme un porc furieux, voici que passe un camion où s'entassent les représentants hétéroclites de l'armée révolutionnaire. L'un d'eux hurle « La révolution sociale, camarades !» Des gens qui n'ont pas encore perdu la tête, sans armes, arrêtent le monstre et lui arrachent sa crête de fusil. Les soldats et les matelots désarmés se mêlent à la foule. Le grotesque véhicule, vidé de son contenu, disparaît lui aussi comme un cauchemar. Soudain, un coup de feu claque, et les gens par centaines s'égayent convulsivement. Chassés par la peur, ils roulent par terre, se culbutent les uns les autres, en criant « Les bourgeois qui tirent !» Naturellement, ce ne sont pas les bourgeois. Ce n'est pas par peur de la révolution qu'on tire, c'est par peur pour la révolution. Beaucoup trop d'entre nous sont habités par cette peur. Toutefois, les principaux responsables du drame, ce ne sont ni les léninistes, ni les contre-révolutionnaires. Le principal responsable, l'ennemi le plus pernicieux et le plus puissant, c'est l'épaisse stupidité russe. Le lendemain de la fusillade, le gouvernement provisoire lance la chasse aux bolcheviks. Ses troupes désarment et arrêtent les militants, occupent et saccagent leur quartier général, mais manque de peu Lénine, qui était encore là quelques heures plus tôt. Lénine, officiellement accusé d'être un espion allemand, est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Il craint pour sa vie, passe dans la clandestinité. Le parti le cache dans l'appartement d'un militant qui deviendra plus tard le beau-père de Staline. Encore un musée. Staline jeune. Staline en 1917. Lénine partage cette pièce avec Zinoviev, un de ses principaux opposants politiques au sein du comité central, qui se cache lui aussi. Lénine a le lit, Zinoviev le canapé. Le soir, on installe un paravent pour séparer les adversaires. Dans l'ancienne salle de bain, on découvre le clou de la collection. Le rasoir dont s'est servi Staline pour raser Lénine et le rendre méconnaissable. Lénine imberbe et affublé d'une perruque, pose pour la photo d'identité de ses faux papiers. C'est l'unique portrait qu'on a de lui pour toute l'année 1917. Dans le petit bureau du musée, une photo du barbier lui-même, prise dans les années 50, sert de calendrier.
Désormais, la contre-révolution n'est plus une expression, mais un fait. Les bolcheviks sont exterminés dans les rues comme des rats, mais est désormais traité de bolchevique quiconque parle de contre-révolution. Refusant par solidarité révolutionnaire de se joindre à la curée anti-bolchevique, le Soviet et les partis de gauche sont sommés de quitter le palais de Tauride, qu'ils occupent depuis février. Ils se replient sur les bâtiments de l'Institut Smolny, un pensionnat pour jeunes filles de la petite noblesse fondé par Catherine de Russie. Kerensky, devenu chef du gouvernement provisoire, déménage lui aussi. Affichant clairement ses ambitions, il s'installe dans le palais d'hiver, l'ancien palais impérial, où il occupe tout naturellement le bureau de l'empereur déchu. Mais Kerensky a un concurrent sur sa droite. Le général Kornilov, un soldat républicain, un homme à poigne aimé des officiers et des bourgeois, qui rêvent de le voir rétablir l'ordre. Fin août 1917, Kornilov se lance dans l'aventure du putsch. Ses soldats, la redoutée division sauvage, marchent sur Petrograd. Mais les autres commandants de corps d'armée ne suivent pas. Après un long temps d'hésitation, Kerensky dénonce la contre-révolution et appelle le Soviet à son secours. Les bolcheviks sont alors les seuls à pouvoir mobiliser les masses. Ils sont réhabilités. Petrograd est transformée en ville assiégée, protégée par des centaines de milliers d'hommes en armes, soldats et milices ouvrières. Mais les cheminots sabotent les voies ferrées, bloquant la division sauvage de Kornilov à une centaine de kilomètres de la ville. Les délégués du Soviet de Petrograd parviennent alors à entrer en contact avec les soldats putschistes et à les rallier à leur cause. La division sauvage dépose les armes. Le putsch a échoué sans combat. Et pendant tout ce temps-là, Gorki se tait. Aucun article de lui, quand la Vie Nouvelle appelle à défendre la révolution contre Kornilov et accuse Kerensky de connivence avec le général putschiste. Aucun article non plus, quand en représailles le journal est interdit et doit pendant quelques numéros paraître sous un autre nom. On ignore la vraie raison de ce silence. Mais Gorki, pendant ce temps-là, n'est pas à Petrograd. Il est en villégiature, en Crimée, où il poursuit une aventure sentimentale compliquée. À 2000 km plus au nord, Lénine, lui aussi, est absent de la ville. Toujours recherché, toujours clandestin, il se cache sur les rives du lac de Razliv, tout près alors de la frontière finlandaise. Pendant quelque temps, il vit dans une hutte en paille, aujourd'hui muséifiée. Le musée de la hutte, ou des deux huttes, devrait-on dire, car à côté de l'éphémère hutte en paille, on en a élevé une durable, en granit. Contrairement à Gorki, Lénine à la campagne ne cesse d'écrire, bombardant Petrograd de consignes et d'articles à un rythme soutenu, sur un seul thème, la prise de pouvoir. Près des huttes, on expose deux bûches, dont on dit qu'elles lui servaient de bureau. Son bureau vert. C'est là qu'il aurait écrit un article intitulé « La racine du mal », qui prend pour cible le rédacteur en chef politique de la Vie Nouvelle, le menchevique de gauche Nikolaï Soukhanov, dont il ne reste aujourd'hui que cette photographie d'identité judiciaire prise par la police tsariste. Tout le monde reconnaît que Nikolaï Soukhanov, le rédacteur en chef de la Vie Nouvelle, est le meilleur, ou plutôt le pire représentant de la gauche petite bourgeoise. Bien que sincèrement internationaliste et marxiste, il se trompe de tout au tout sur les problèmes essentiels de la révolution, en pensant qu'on peut vaincre grâce à la seule volonté de la majorité du peuple. D'avril à mai, la majorité n'était pas pour les soviets et pourtant la révolution allait de l'avant. Alors que de juillet à août, la majorité était pour les soviets et pourtant la révolution reculait. Donc, savoir ce que veut la majorité du peuple est sans conséquence sur les problèmes réels de la révolution.
C'est une illusion petite bourgeoise. Ce qu'il nous faut, c'est la force des classes révolutionnaires qui veulent et vont combattre. Une force qui, au moment et à l'endroit décisif, écrasera la force ennemie. Cette force, prête désormais à renverser le gouvernement provisoire, ce sont les gardes rouges et les soldats pro-bolcheviques. L'échec du putsch de Kornilov leur a donné un nouvel élan, et surtout les armes que Kerensky avait eu tant de mal à leur enlever. Face à ces gardes rouges, Kerensky ne peut réellement compter que sur des élèves officiers et un bataillon de femmes soldats. À ce moment décisif, Kerensky commet une grande erreur. Alors que les 300 000 hommes de la garnison de Petrograd sont encore indécis, il ordonne d'en envoyer une partie au front. Les soldats refusent et se rangent du côté des bolcheviks. Ceux-ci alors n'ont plus qu'à mettre en pratique ce que Marx appelle l'art de l'insurrection. Occuper les ponts, la poste, le téléphone, le télégraphe, et priver ainsi le gouvernement provisoire de tout moyen de communication avec les troupes du front qui lui sont encore fidèles. La Révolution d'octobre et ses mythes. Une maquette du croiseur Aurora, montée sur un assemblage de tuyaux et de robinets, offerte au directeur de la Compagnie des eaux de Petrograd par des plombiers soviétiques. L'Aurora grandeur nature est ancrée à jamais sur la Neva, musée et monument à la fois. Le 25 octobre 1917, un coup de canon tiré par ce croiseur venu de Kronstadt donne le signal de l'insurrection qui renverse le gouvernement provisoire et donne tout le pouvoir aux soviets. En apparence du moins, car en réalité ce sont les bolcheviks et eux seuls qui le prennent et le gardent pour les 70 ans à venir. Mais dans l'immédiat, Lénine doit d'abord briser l'ancien appareil d'État, entrer en résistance contre le coup de force. Fonctionnaires en grève, ministère fermé. Ouvriers et paysans, travailleurs et exploités, c'est vous désormais qui dirigez l'État. Vos soviets sont désormais les organismes du pouvoir d'État, nantis des pleins pouvoirs d'État. Mettez-vous vous-même à l'œuvre, à la base, sans attendre personne. Lénine poursuit en réalité une double stratégie. Parallèlement à ses appels aux masses, aux accents anarchisants, le rétablissement dès le 25 octobre de la censure sur la presse, l'interdiction des journaux dits bourgeois et les nombreuses arrestations d'opposants mettent en place la dictature du parti bolchevique. Au sommet, c'est un pouvoir sans partage. À la base, avec la fiction des soviets, un partage sans pouvoir. 10 novembre 1917. Adresse aux ouvriers. Vladimir Lénine introduit le socialisme en Russie selon la méthode du nihiliste Netchaïev, à toute vapeur à travers le marais. Il travaille comme un chimiste dans son laboratoire, à ceci près que le chimiste utilise un matériau mort et obtient des résultats précieux pour la vie, tandis que Lénine travaille sur un matériau vivant et conduit la révolution à sa mort. 7 décembre 1917. Depuis 2 semaines, chaque nuit, des foules pillent les celliers à vin, se saoulent, se battent à coups de bouteilles. Pendant ces pillages, des hommes sont abattus comme des loups furieux. Exterminer froidement son prochain devient une pratique courante. Tout ceci marque le triomphe de cette sauvagerie asiatique qui nous pourrit intérieurement. C'est de l'anarchisme zoologique, une révolte russe sans vrai socialiste. Ce même 7 décembre, Félix Dzerzhinsky, un militant bolchevique qui a connu la prison sous le tsarisme, se voit confier par le Conseil des commissaires du peuple la direction d'une commission extraordinaire pour lutter contre le sabotage et la contre-révolution, la Tchéka. C'est par un simple entrefilet dans les Izvestia, donnant l'adresse et les heures de bureau, que le public apprend la naissance de cette police politique qui va traquer, arrêter puis liquider les opposants, qu'il s'agisse de partisans de Kerensky ou de révolutionnaires modérés. Quant aux simples bourgeois, on se contente pour l'instant de les réquisitionner pour les corvées de déneigement.
Il serait totalement stupide et absurdement utopique de croire que le passage du capitalisme au socialisme soit possible sans la violence d'État, sans la dictature. Mais dictature est un grand mot qu'il ne faut pas employer à la légère. La dictature, c'est une discipline de fer. Un gouvernement qui, de façon révolutionnaire, écrase rapidement et sans pitié les exploiteurs, les saboteurs et les voyous. Malheureusement, nous devons reconnaître que notre gouvernement est encore extrêmement timoré et ressemble plus à de la guimauve qu'à du fer. Voilà ce que ne comprennent pas ceux qui sombrent dans l'hystérie hypocrite des mencheviks de la vie nouvelle. À peine un an plus tôt, on déterrait, pour leur rendre hommage, les ossements des premiers révolutionnaires russes. Des insurgés républicains et démocrates vaincus et exécutés par le régime tsariste en 1826. C'est à eux qu'est dédié un poème d'Ossip Mandelstam, publié dans La Vie Nouvelle, qui chante le doux son de la liberté. Mais en janvier 1918, l'idéalisme démocratique de Mandelstam est dépassé. C'est un autre poète, Alexandre Blok, qui incarne la nouvelle phase de la Révolution, avec son poème Les 12. L'équipée sauvage d'une patrouille de gardes rouges dans Pétrograd par une nuit de tempête de neige. Camarade, tiens le fusil sans peur. Flanquons une balle à la Sainte Russie, la matoise, la Russie des Isbas au gros cul. Pour le malheur de tous les bourgeois, un incendie mondial nous allumerons, un incendie mondial plein de sang, et que Dieu nous bénisse. S'amuser n'est pas un péché. Fermez vos portes, il y aura aujourd'hui du pillage. Ouvrez vos caves, les gueux font aujourd'hui la noce. Un jour de 1919, Alexandre Blok m'a parlé de son essai « Le naufrage de l'humanisme ». Je n'arrivais pas à comprendre si ce naufrage l'attristait ou le réjouissait. Il était comme un enfant dans la nuit qui, sentant des monstres s'approcher, balbutie des exorcismes incohérents dans l'espoir qu'ils prendront peur et le laisseront tranquille. Puis, il est parti dans une diatribe contre le flottement des intellectuels vis-à-vis des principes bolcheviques et a dit justement « Les intellectuels ont invoqué l'esprit de destruction du fond des ténèbres, alors qu'ils ne viennent pas nous dire maintenant « Cette destruction, ce n'est pas nous, c'est les autres là-bas. Le bolchevisme, c'est leur œuvre. » Un peu après, j'ai reçu la visite d'un marin de Kronstadt venu m'emprunter un livre. Il m'a dit « Il paraît qu'un savant américain a inventé une machine toute simple, un télescope, une manivelle, une roue. On tourne la manivelle et on peut tout voir. Analyse, trigonométrie, critique. La machine vous montre toute l'histoire de l'humanité et en plus, elle siffle. Ce que j'aime le plus dans sa machine, c'est qu'elle siffle. » L'utopie communiste. Un film de 1924 montre comment les bolcheviks partent sur Mars pour y exporter la révolution et libérer les travailleurs martiens des capitalistes martiens. C'est aussi le grand pari de Lénine et des autres dirigeants bolcheviks en janvier 1918. Exporter la révolution russe, en faire le point de départ d'une révolution mondiale qui abolira à jamais capitalisme et impérialisme. Les espoirs bolcheviques reposent avant tout sur l'Allemagne et l'Autriche. C'est là, pense-t-il, que leur révolution va se poursuivre avant de s'étendre à toute l'Europe. Mais malgré les scènes de fraternisation entre soldats russes et allemands, malgré les grandes grèves qui éclatent en janvier à Vienne et à Berlin,
l'orage tant attendu n'éclate pas. Et la Russie bolchevique se retrouve seule, cernée à l'est et au sud par les armées contre-révolutionnaires et à l'ouest par l'armée allemande. En février, celles-ci rompt l'armistice et lance une nouvelle offensive. L'armée russe s'écroule. La gauche du parti bolchevique veut proclamer la guerre révolutionnaire et résister jusqu'au bout. Mais Lénine, plus réaliste, force la main à l'opposition. Et le 3 mars 1918, les négociateurs russes signent à Brest-Litovsk une paix leur imposant des conditions humiliantes et d'énormes pertes territoriales. Lénine lui-même qualifie ce traité de honteux. Mais la Vie nouvelle qui ose parler de capitulation se voit interdite pendant quelques jours. 16 mars 1918. Une partie de notre intelligentsia s'est convertie à l'idée pernicieuse d'une singularité russe et à une semi-adoration sentimentale pour le peuple élevé dans la servitude, l'alcoolisme et les sombres superstitions de l'Église. Ce peuple, opprimé jusqu'à l'hébétude, faible, ignorant et porté à l'anarchisme, est maintenant appelé à être le Messie de l'Europe. Cette curieuse idée sentimentale ne gêne pas les commissaires du peuple. Ils veulent allumer avec le bois humide russe un brasier qui éclairerait le monde occidental. Ils ont allumé ce feu. Il brûle mal et répand en Russie une odeur infecte de crasse, d'ivresse et de cruauté. Et l'on traîne et l'on pousse sur ce Golgotha la pauvre Russie pour la crucifier au nom du salut du monde. N'est-ce pas du messianisme à 100 à l'heure? La glorieuse locomotive numéro 293, qui a ramené Lénine à Petrograd en avril 1917, est exposée aujourd'hui sous verre en gare de Finlande. Aucun monument, par contre, ne commémore le train numéro 4001, par lequel Lénine et le Conseil des commissaires du peuple quittent Petrograd pour Moscou en mars 1918. On craint que les Allemands, qui ne sont qu'à 2 jours de marche, ne prennent la ville, malgré le traité de paix. Le départ a lieu de nuit, sous la protection de soldats bolcheviques, d'une gare de marchandises qui aujourd'hui n'a même plus de nom. L'évacuation, tenue secrète jusqu'au dernier moment, est vécue comme une véritable trahison par les ouvriers et les bolcheviques de gauche. Pour beaucoup d'entre eux, ce jour marque la fin de la révolution. Et pour Gorki lui-même, quelque chose semble se briser, comme s'il perdait avec le départ de Lénine son unique interlocuteur. Tout le monde fuit d'ici, à pied, à cheval, en train. Dans la rue gisent des chevaux crevés, les chiens les rongent, les habitants se promènent en enviant les chiens. Les enfants meurent beaucoup. Que me reste-t-il à dire? Tout est si détestable et nauséabond que je n'ai plus envie de parler de rien. Dernier journal indépendant, La Vie nouvelle est définitivement interdite le 16 juillet 1918, le jour même où l'empereur déchu et sa famille sont exécutés à Ekaterinbourg, dans l'Oural. La guerre civile et la famine font rage, la révolte ouvrière gronde à nouveau, les attentats anti-bolcheviques se multiplient. Lénine répond par la terreur rouge, les fusillades de masse, les exécutions sommaires de milliers d'opposants. Mais Gorki est désormais condamné à n'être plus qu'un témoin muet, qui prend des notes et les range dans des enveloppes, pour plus tard. La ville est accablée de chaleur, frappée de stupeur, enterrée dans un silence interrompu seulement par instants par une vague de sons délirants. Une voix de fausset chante plaintive dans le ruisseau d'argent, dans le sable doré. Je cherche les traces d'une belle demoiselle. Une voix rauque l'interrompt. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Un peu de tir. Combien? 3.
Ils ont hurlé? Non, pourquoi? Tu veux dire qu'ils se laissent faire sans réagir? Oui. Ils sont disciplinés à leur façon. Ils savent qu'ils se sont attirés des ennuis et qu'ils doivent payer. Des nobles? Non. Ils se sont signés devant la fosse. Des gens normaux. Un moment de silence. Puis la chanson reprend. Lune brillante, guide-moi. Tu as tiré, toi aussi? Oui, pourquoi pas? La voix rauque se fait moqueuse. Tu chantes « Oh ma belle demoiselle », mais tu es obligé de recoudre ta chemise toi-même, crétin. Attends un peu. Les filles finiront par arriver aussi, quand il sera temps. Tout finira par arriver. Tout. Oh, douce brise, dis-moi, à quoi la belle peut bien rêver?